Âgé de 60 ans, notre invité est originaire d'Amanvi, dans le département de Tanda, situé à l'est de la Côte d'Ivoire. Depuis 2019, il est ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural de la République de Côte d'Ivoire, après avoir géré plusieurs autres portefeuilles ministériels dans bien d'autres gouvernements. Kobenan Kwasi Adjoumani est député à l'Assemblée nationale, ex-professeur de lycée de l'enseignement général, option lettres modernes, président du conseil régional du Gontogo, celui que beaucoup appellent l'éléphant du Zanzan, sa région natale, est le porte-parole du parti au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. Quelle est la politique agricole de la Côte d'Ivoire? Son combat pour obtenir un prix plancher pour la revalorisation des revenus des agriculteurs. L'actualité politique marquée par les alliances et les préparatifs des élections locales. Autant de sujets que nous soumettrons ce soir sans réserve, on l'espère, au ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani. Monsieur le ministre d'État, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous recevoir dans vos bureaux du plateau. C'est moi qui vous remercie. Avant d'ouvrir cet entretien, à vous et à nos téléspectateurs, je vous propose de suivre ce portrait. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, est l'invité ce soir de votre hebdomadaire Sans réserve. Né en 1963 à Amanvi à Tanda, dans l'Est ivoirien, Kobenan Kwasi Adjoumani occupe les fonctions de ministre de l'Agriculture de Côte d'Ivoire depuis le mois de septembre 2019. Auparavant, il avait en charge le ministère des Ressources animales et halieutiques de 2002 à 2005. Il a ensuite repris les rênes de 2011 à septembre 2019. Diplômé en communication du training vidéo de présentation efficace de Dale Carnegie, il est également titulaire d'une licence en lettres modernes obtenue à l'Université d'Abidjan et d'un certificat d'aptitude pédagogique pour l'enseignement scolaire, CAPES, option lettres modernes à l'ENS. Au plan politique, l'homme a fait ses classes au sein du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Tout d'abord délégué départemental du PDCI RDA de Tanda, membre du bureau politique du PDCI RDA, il fut nommé vice-président du groupe parlementaire PDCI RDA entre 2000 et 2002 et faisait partie du comité exécutif national du PDCI RDA jusqu'à la création du RHDP le 26 janvier 2019. Député du département de Tanda depuis plus de 25 ans et président du conseil général de la même circonscription, il a été élu en 2013 président du conseil régional du Gontogo. Kobenan Kwasi Adjoumani est membre du conseil politique du parti au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, dont il assure également le porte-parole principal. La vie du RHDP, la politique agricole de la Côte d'Ivoire et les perspectives seront des questions à aborder dans ce numéro avec Kobenan Kwasi Adjoumani, sans réserve. Monsieur le ministre d'État, depuis quelques semaines, depuis quelques mois même, vous menez un combat à l'international en vue d'obtenir un meilleur prix d'achat des fèves de cacao. Quels sont les enjeux de ce combat que vous menez? Vous savez très bien que le président Houphouët-Boigny disait que le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Et l'une des spéculations les plus importantes qui a fait que notre pays est reconnu de par le monde entier, c'est bien la production cacaoyère. Et aujourd'hui, nous sommes un premier pays producteur de cacao. Et nous produisons plus de 40% de la production mondiale. C'est-à-dire que nous comptons beaucoup dans la balance donc, du cacao. Absolument. Malheureusement, comme vous le dites, les paysans ne sont pas rémunérés comme il se doit. C'est vrai, des efforts sont faits depuis l'avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir, qui a décidé que au moins 60% du prix CAF soit reversé aux producteurs. Mais malgré tout cela, lorsque vous tenez compte de la plus-value générée par la transformation donc, de notre cacao pour en sortir du chocolat, vous vous rendez compte que le paysan n'est pas rémunéré à la hauteur de ce qui est constaté. La faute est à qui?
Mais la faute est aux multinationales. Vous venez acheter le kilogramme de cacao à 900 francs et vous partez le transformer. Et dans le cadre de cette transformation, le kilogramme qui est vendu à 900 francs est revendu entre 25 000 et 30 000 francs. Donc vous voyez la grande différence. D'ordinaire, on dit que ce sont seulement... Ils font la transformation. Oui, mais vous ne pouvez pas faire la transformation et vous enrichir sur le dos du paysan. C'est le paysan qui fait le gros du travail. Figurez-vous, pour avoir ces fèves de cacao, il faut d'abord aller travailler la terre. Et pour qui connaît le travail de la terre, ce sont des difficultés qu'on endure au regard de la pénibilité de ce travail. Mais lorsque les gens viennent, qu'ils achètent notre cacao, qu'ils vont le transformer, ils tirent le plus de revenus. Mais nous voudrions que le fruit issu de la transformation puisse aussi servir aux petits producteurs. Or, on fait le constat que c'est une sorte d'exploitation de l'homme par l'homme. Et c'est pour cela que nous avons décidé de nous mettre ensemble dans le cadre de ce combat pour qu'il y ait une plus-value, en tout cas en ce qui concerne le prix du kilogramme acheté aux producteurs. C'est ce combat que nous menons. Vous le menez avec le Ghana, qui est le deuxième producteur mondial. Nos deux chefs d'État se sont rendus compte de ce que, ensemble, nous pouvons aller loin. Et ont décidé de mettre en place l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Il y a un comité de pilotage qui a été mis en place, au départ dirigé par le ministre ghanéen en ce qui concerne donc, la première année. Et aujourd'hui, c'est le ministre de l'Agriculture de Côte d'Ivoire qui est président de ce comité de pilotage. Il y a également un secrétariat exécutif qui travaille au quotidien avec, bien sûr, les multinationales, avec les différents conseils café-cacao qui sont et au Ghana et en Côte d'Ivoire. Alors, quel est l'objectif en mettant en place cette initiative Cacao Côte d'Ivoire? Quel est l'objectif que nous visons? Dites-nous. L'objectif, c'est que nous avons compris que nous constituons, le Ghana et la Côte d'Ivoire, plus de 60% de la production mondiale. Et vous avez vu qu'à la faveur de la dernière réunion, d'autres pays sont venus s'ajouter, et non des moindres. Il y a le Nigeria, nous avons le Cameroun et le Togo qui sont venus en observateurs et qui veulent s'engager à nos côtés pour que nous menions ensemble le combat. Vous, et ce seront désormais plus de 75% donc, du cacao mondial qui va être détenu par donc, ces 4 pays dont j'ai parlé. Et pour nous, en le faisant, c'est une façon d'attirer l'attention des multinationales que nous comptons beaucoup dans le processus de commercialisation donc, de ce produit. Et il y a lieu qu'on tienne compte des efforts que nous faisons pour rémunérer en conséquence les producteurs. Kobena Kwasi Adjoumani, attirer l'attention des multinationales, c'est bien, mais quels sont les résultats attendus? Dans un court terme, oui, on peut avoir des résultats allant dans le sens de la revalorisation du prix d'achat borchant du cacao. Déjà, nous pouvons dire qu'il y a quelques satisfactions. Lesquelles? D'abord, nous avons décidé que $400 US soient versés pour la tonne de cacao vendue à l'extérieur. Ça, c'est acquis. Et ce sont les multinationales qui, au départ, se sont engagées à le faire. C'est vrai, mais en toute chose, il y a des gens qui suivent les indications qui ont été données. Il y en a d'autres qui sont des fautifs qui ne le font pas. Donc aujourd'hui, il y a des multinationales qui ont accepté de payer le différentiel de revenus de 100 aux producteurs.
Il y en a d'autres qui sont encore réticents. Et je crois que le fait de nous mettre ensemble va booster les choses. Et de plus en plus, nous essayons de mettre des balises pour que le producteur, dans le cadre donc, du processus de commercialisation, ne soit pas lésé. Et vous avez vu les efforts malgré la crise au plan mondial que nous connaissons en raison de la Covid-19 et également de la guerre en Ukraine. Malgré tout cela, aujourd'hui, le kilogramme de cacao est vendu à 900 francs par la seule volonté du président de la République qui veut vraiment donner le pouvoir donc, aux paysans qui font l'essentiel du travail et qui sont mal rémunérés. Et je crois que c'est par rapport donc, au différentiel de revenus de ça qu'on a atteint ce chiffre-là. Autrement dit, lorsqu'on tient compte en réalité du prix CAF, le vrai prix que nous devons reverser aux producteurs, c'est de l'ordre de 650 francs. Mais avec cette politique de nous mettre ensemble et aller défendre les intérêts des producteurs, aujourd'hui, nous sommes à 900 francs. Monsieur le ministre d'État, les multinationales sont puissantes parce qu'elles ont le pouvoir de transformer nos fèves de cacao en des produits finis, le chocolat notamment. À quel niveau nous en sommes aujourd'hui? Parce que si nous arrivons à transformer, on devient en même temps pays producteur, mais en même temps pays exportateur, consommateur. Justement. Est-ce que ce n'est pas ça le principal enjeu pour l'avenir? Oui, le principal enjeu, mais depuis toujours, cela a été le principal enjeu. Le président Oufoué disait en son temps qu'il y a lieu que nous puissions nous-mêmes transformer nos propres produits pour qu'il y ait une plus-value. Mais depuis l'avènement du président Alassane Ouattara à la tête de ce pays, il y a eu des réformes qui ont été faites au niveau donc, du secteur café-cacao. Et ces réformes ont abouti à une politique de mise en place donc, de transformation de nos produits. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 800 000 tonnes de cacao broyé pour en sortir donc, du beurre, pour en sortir également de la poudre. Ce sont des efforts qui ont été faits. Et l'objectif, c'est de pouvoir transformer plus de 50% de notre cacao à l'horizon 2025. C'est une politique qui a été mise en place par le gouvernement. Vous avez vu qu'il n'y a pas longtemps, le président de la République lui-même s'est déplacé au PK24 pour mettre en place donc, des usines de transformation de notre cacao qui également a été fait au niveau de San Pedro. Donc nous avons des usines qui vont être installées pour une capacité de 300 000 tonnes à raison de 150 000 tonnes au PK24 et 150 000 tonnes à San Pedro. Et je crois que tout cela va nous permettre d'être en avance dans le cadre de la transformation de ce produit-là. Le Premier ministre également était à San Pedro pour poser la première pierre d'une usine de transformation de cacao. Donc pour vous, on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Et tant que nous n'arrivons pas nous-mêmes à transformer nos propres produits, je crois que les multinationales vont toujours nous exploiter. Et c'est cette politique que nous sommes en train de mettre en place. Monsieur le ministre d'État, il y a également l'Union européenne qui, dans son règlement intérieur, pointe du doigt la déforestation dans nos pays, le travail des enfants dans la cacaoculture et formule même à la limite des menaces. Comment vous réagissez à ces éléments de langage de l'Union européenne? Bon, d'abord, je vous ai parlé des réformes dans notre politique cacaoyère. Ces réformes nous ont permis de mettre en place nous-mêmes notre propre règlement à partir de certaines normes. Et donc nous pouvons dire que nous sommes en avance sur l'Union européenne, puisque nous avons aujourd'hui procédé au recensement des producteurs de cacao. Nous sommes à 1 million de producteurs recensés qui sont dans les plantations.
les plantations ont été géolocalisées. Et ça, c'est un effort remarquable qui a été fait par le Conseil Café-Cacao. Bon, nous avons décidé également de planter des arbres dans les plantations cacaoyères à raison de 5 millions d'arbres par an. Donc, voyez-vous, l'Union européenne, c'est vrai, va prendre des mesures, mais nous disons à l'Union européenne que le cacao ne peut que réussir dans la forêt. Parce que si vous allez à Korogo, vous n'allez pas trouver des plantations de cacaoyers, parce que là-bas, le cacao ne peut réussir. Bon, vous avez parlé du travail des enfants. C'est vrai, de plus en plus, ce problème a été posé et je voudrais saluer l'offensive de la Première Dame qui s'est engagée à éradiquer ce fléau. C'est une infime partie donc, des parcelles de plantation de cacao qui est concernée. Et de plus en plus, vous savez que nous sommes un Eldorado où des gens d'autres pays viennent. Et lorsqu'ils viennent, qu'ils vont s'installer dans les forêts, mais ils viennent avec leurs enfants. Souvent, il n'y a pas d'école dans les campements. Et quand on les y trouve, on pense que ces enfants-là sont utilisés pour faire donc de la production cacaoyère. Mais je crois qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a mis en place une politique dont l'objet consiste à surveiller donc toutes ces parcelles où se trouvent donc ces plantations de cacaoyers et de faire en sorte que l'enfant ne soit pas utilisé à ces fins-là. Et c'est pour ça aussi que dans chaque campement, on a construit des écoles pour empêcher que les enfants vraiment n'aillent prendre la machette pour... Kobena Kwasi Adjoumani, que peuvent faire les pays producteurs, la Côte d'Ivoire et le Ghana, j'entends évidemment, puisque ces deux pays représentent à eux seuls 60% de la production, que peuvent-ils faire si les multinationales, si l'Union européenne commence à se détourner de nos fèves de cacao? Non, jamais cela ne va arriver. Parce que mais les Européens ont besoin de notre chocolat. Figurez-vous, pendant la crise de Covid, moi j'étais en Europe, il y a des gens qui disaient que pendant cette crise, lorsqu'on va dans les supermarchés, les rayons où on trouvait du chocolat étaient presque vides. Parce que c'était l'occasion pour les consommateurs de s'en procurer et de rester à la maison pour ne boire que du chocolat. Les gens sont habitués à consommer du chocolat. Ce que nous pouvons faire, c'est de nous mettre ensemble. Nous ne disons pas que les mesures ne sont pas les bienvenues, mais nous disons que l'Union européenne, en même temps qu'elle se préoccupe donc de la traçabilité de notre cacao, elle doit également se préoccuper des conditions de vie de nos producteurs. Parce qu'en réalité, si même 20% du prix valu à la transformation sont reversés aux producteurs, on ne parlera plus de conditions de pénibilité ou bien de conditions précaires de nos producteurs. Kobena Kwasi Adjoumani, vous êtes oufouettiste. Feu Félix Houphouët-Boigny disait « L'avenir de ce pays repose sur l'agriculture ». Aujourd'hui, vous êtes le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Quels sont les fondements de la politique agricole de la Côte d'Ivoire? Le président Houphouët-Boigny, en le disant, c'était quelque chose de réel. C'est vrai, aujourd'hui, on parle de pétrole, on parle de mines, on parle d'autres spéculations qui peuvent nous permettre de soutenir notre économie, mais c'était l'agriculture d'abord. Et de plus en plus, il y a des défis que nous devons relever. Les défis sont, entre autres, d'abord, comme vous l'avez dit, la possibilité de transformer nous-mêmes nos propres matières premières. Et ce n'est pas seulement par rapport au cacao ni au café,
quand on parle de sécurité alimentaire, nous-mêmes, nous produisons le cacao, mais nous ne consommons pas le cacao. Nous importons ce que nous ne produisons pas et nous exportons ce que nous produisons. Alors que la Côte d'Ivoire a toutes les potentialités. On a toutes les potentialités pour renverser la vapeur parce qu'on a des terres. Nous avons des terres arables. Nous avons également des cours d'eau. Nous avons des fleuves. Nous avons des lacs. Nous avons des barrages. Aujourd'hui, nous devons moderniser notre agriculture. Monsieur le ministre, on a l'impression que, quand vous dites « nous devons moderniser », on a l'impression que, finalement, le gouvernement peut paraître impuissant. Non, le gouvernement n'est pas impuissant. Ça fait de longues années qu'on dit « faut qu'on fasse », mais on n'a pas l'impression d'avancer. Nous avons déjà commencé à le faire. Très bien. Nous avons commencé à le faire. Vous savez, le président de la République, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2011, il a mis en place une politique agricole. On a parlé de PENIA 1. Le Programme national d'investissement agricole, qui est une déclinaison du Programme national de développement. Et l'objectif de PENIA 1, c'était de produire davantage. Est-ce que le PENIA a atteint son objectif? Et nous avons atteint notre objectif. Le PENIA 2 aujourd'hui, qui est dénommé PENIA deuxième génération, est de non seulement produire, mais de stocker notre production, de faire de la conservation et plus tard de la transformation avant d'aller à la commercialisation. Donc, ce sont toutes ces données qui sont intégrées dans PENIA deuxième génération. Donc, regardez, cela aussi s'applique au niveau de nos agropoles. On a subdivisé la Côte d'Ivoire en 9 agropoles. C'est quoi les agropoles? Les agropoles sont donc des pôles agricoles que nous déterminons dans les localités et qui permettent donc d'installer des agro-industries, des plantations, des aménagements et former même des jeunes parce que il est quand même socialement dangereux de former des jeunes dans nos écoles, dans notre institut de formation agricole, alors qu'ils ne travaillent pas. Or, nous savons que l'agriculture doit pouvoir nourrir son homme et il faut donc intéresser les jeunes à l'agriculture. On est arrivé à une étape où on parle de production, conservation, transformation, commercialisation. Mais après, nous avons dit, bon, c'est vrai, nous produisons, mais il faut régulariser les choses. Et puis, il faut faire en sorte aussi qu'au niveau de notre pays, on ait cette politique dont l'objet consiste à détecter des spécificités qui peuvent réussir dans des localités données. D'où donc la création des agropoles, en fait, qui sont des pôles agricoles. Mais dans ces pôles agricoles-là, il y a donc des terrains qui sont aménagés pour être emblavés avec toutes sortes de spéculations qui peuvent réussir dans la zone. Il y a également, dans le cadre de ces agropoles, des zones agro-industrielles aménagées pour la transformation des produits. Et il y a également des structures d'accueil de ces produits-là, donc des zones de stockage des produits. De sorte que nous n'ayons plus à déplorer le fait qu'on produit et que 50% de ce que nous produisons n'arrive pas à la consommation parce que nous n'avons pas la possibilité de conserver. Et donc les agropoles, nous en avons détecté 9 sur toute l'étendue du territoire national. Il y en a combien qui sont construits déjà? Nous avons le premier agropole qui est l'agropole du Bélier avec plus de 84 milliards de francs CFA et d'autres études sont en train d'être faites pour améliorer donc l'assiette et permettre de produire davantage et de pouvoir installer toutes les structures dont j'ai parlé. Il y a l'agropole du Nord qui a été lancé
en 2022 et qui va commencer à être exécuté cette année même avec un budget de 174 milliards de francs CFA. Donc vous voyez que nous sommes passés de 80 milliards pour le premier agropole à aujourd'hui 174 milliards, tellement nous avons connu du succès dans le cadre donc, de ces agropoles. Et les bailleurs de fonds, nos partenaires techniques et financiers, sont intéressés par cela parce qu'ils y voient cette possibilité de centraliser les choses. Et comme je vous l'ai dit, il y a des produits de prédilection qui peuvent réussir dans telle ou telle zone et qui certainement ne peuvent pas réussir ailleurs. Et nous aurons à lancer 2 agropoles cette année, l'agropole de l'Est et l'agropole de l'Ouest. En tout cas, nous pensons qu'avec les agropoles, nous allons pouvoir atteindre nos objectifs d'autosuffisance alimentaire et même aller au-delà pour parler de souveraineté alimentaire. Pourquoi souveraineté alimentaire? Figurez-vous, M. Ali Diarra-Souba, que nous sommes premier pays producteur de cacao. Nous sommes premier pays producteur de noix de cajou. Nous sommes premier pays producteur de cola. Mais est-ce que nous mangeons la cola? Est-ce que nous sommes consommateurs de cacao? Est-ce que nous sommes consommateurs de café? Malheureusement, les produits où nous excellons le plus sont des produits que nous ne consommons pas, que nous exportons. Et les produits que nous consommons, nous les importons. Notamment le riz. Le riz et bien d'autres choses. Et donc nous disons qu'il faut renverser la tendance. Produire nous-mêmes au plan local et être capable d'être souverain. Parce que la souveraineté alimentaire, c'est que nous produisons ce que nous consommons. Et quand nous sommes allés au-delà même de ce que nous consommons, le reste peut être exporté. Et c'est ce que nous faisons dans le cadre des agropoles. Avec la politique également mise en place par le président de la République, aujourd'hui, on doit pouvoir produire en toute saison. L'une des difficultés que nous avons, c'est de ne pas produire en toute saison. C'est la question que j'allais vous poser. Oui. La banane, par exemple, qui est un produit saisonnier, avec tout le savoir-faire agricole qu'on est censé avoir, il y a des périodes où on n'a pas la banane. Mais maintenant, c'est quelque chose qui sera derrière nous. Parce qu'avec le Purga 2, le programme d'urgence agricole qui a été mis en place par le président de la République pour soutenir les producteurs qui ont été touchés par la crise sanitaire. Donc, il y avait Purga 1 et aujourd'hui Purga 2. Purga 2 est en train de faire des aménagements de sorte que dans toutes les spéculations agricoles, on puisse produire en toute saison. Et donc, au niveau, par exemple, de la banane, nous avons près de 400 hectares d'espaces aménagés qui vont être emblavés et les bananiers qui y seront plantés vont être arrosés dans le cadre des irrigations qui sont faites. Il en est de même, par exemple, des produits maraîchers et il y a plus de 400 hectares également d'espaces aménagés pour produire en toute saison et ne plus parler de pénurie. Parce que, vous voyez, la plupart des productions qu'on avait sont des productions pluviales. On attend toujours qu'il y ait la pluie pour pouvoir le faire. Or, aujourd'hui, dans le cadre de la modernisation de notre agriculture, on a dépassé cette étape. Il y a des espaces aménagés, on fait de l'irrigation, on fait même l'arrosage goutte à goutte. Et si vous allez sur le terrain, vous allez le voir. Et Dieu merci, déjà des aménagements dans ce sens ont été faits par l'ANADER, par le FIRCA, par également d'autres agences d'exécution qui gèrent au quotidien ces fonds Purga
et qui travaille à faire en sorte que nos marchés puissent être approvisionnés. En Côte d'Ivoire, est-ce qu'on parle aujourd'hui de pénurie? On ne parle pas, de pénurie, mais on parle de la cherté, on de parle de la des prix, cherté, de mais qu'est-ce qui fait spéculations. que les gens produisent? Et notre politique aujourd'hui que nous mettons en place, c'est de pouvoir cibler les zones de production. C'est-à-dire que si nous avons besoin de la tomate, lorsque vous venez dans nos services, nous vous donnons des indications pour dire que dans telle ou telle région, on produit de la tomate. Et vous y allez, vous allez être servi. L'une des difficultés qu'on connaît et que nous sommes en train de corriger, c'est notre incapacité en son temps à faire de la conservation de nos produits. Parce que, figurez-vous, près de 50% de ce que nous produisons n'arrive pas à la consommation, faute de conservation. Et avec Purga 2, nous sommes en train donc de trouver des équipements que nous allons donner aux producteurs pour faire de la transformation des produits et La conservation des produits. Pour ce qui est de leur conservation. Donc là-dessus, et quand je vous dis qu'il y a un travail qui est en train d'être fait, je ne le dis pas au futur. Ce sont des choses qui existent sur le terrain. Qui sont en cours. Et qui sont en cours d'exécution. Et avec les agropoles dont on a parlé, ce sera désormais des acquis pour notre pays et on ne parlera plus de pénurie comme c'est le cas aujourd'hui. Monsieur le ministre, avant de parler, de tourner la page du chapitre agriculture pour parler politique, parce que vous êtes un éminent politique de la Côte d'Ivoire, la dernière question sur le secteur de l'agriculture, c'est la question relative au riz. Est-ce qu'en tant que ministre de l'Agriculture, vous concevez que la Côte d'Ivoire, un pays à vocation agricole, importe pour environ 470 milliards de francs CFA de riz chaque année? Qu'est-ce qui est fait pour remédier à ça? Est-ce qu'un jour, on peut être autosuffisant en riz, par exemple? D'abord, pour corriger cet aspect des choses, le président même avait créé un ministère en charge de la riziculture dédié à la riziculture. Et après, ce ministère a disparu, mais il y a l'ADERI qui est là. L'ADERI, c'est une agence nationale. Une agence nationale pour le développement donc, de la riziculture. Nous produisons 1 100 000 tonnes de riz en Côte d'Ivoire. Ça ne suffit pas. Mais nous consommons près de 2 millions de tonnes de riz. Alors, le gap, c'est de l'ordre de 900 000 à 1 million de tonnes. Aujourd'hui, l'ADERI est en train de faire un travail remarquable sur le terrain. Depuis donc la mise en place des semences améliorées jusqu'à leur emblavement avant d'atteindre la production et même la transformation. Donc c'est un travail qui est en train de se faire. Parce que, je vous l'ai dit, nous avons la possibilité d'avoir des bas-fonds en Côte d'Ivoire. Nous avons des fleuves. Il suffit de faire des canalisations, d'aménager les espaces, de former des jeunes, de les y installer et produire pour vraiment ne plus être tributaires de l'extérieur. Monsieur le ministre d'État, on va à présent parler politique. Oui. Vous êtes un homme politique éminent de la scène depuis de longues années. Oui. On ne sait même plus depuis quand vous faites la politique, tant votre longévité politique est reconnue. Vous êtes député président de conseil régional depuis plus de 20 ans au moins. La semaine dernière, vous étiez dans l'antre de la recherche de la paix à Yamoussoukro, le temps de la célébration du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix qui a été attribué à Angela Merkel. À la faveur de cette cérémonie, le président Ouattara s'est prononcé, le président Bédié également s'est prononcé. Le président Bédié, que vous appelez papa, il a indiqué que le dialogue en Côte d'Ivoire n'était pas franc et sincère. Vous, le porte-parole du parti au pouvoir, ex-porte-parole du PDCI-RDA, comment vous réagissez à cette sortie du président Bédié?
Après son discours, je l'ai vu calme. Et après, je l'ai vu danser. Comme pour dire que j'ai dit quelque chose, mais je n'aurais pas dû le dire. Parce que nous sommes allés pour faire la paix. Et dès lors qu'il a accepté d'y aller, dès lors que le président Gbagbo lui-même est là-bas, mais ils ont accepté la politique de main tendue du président de la République. Aller à une rencontre de la paix, dire que la Côte d'Ivoire peine à faire la paix, cela vraiment est un grand écart de langage. C'est peut-être aussi une manière de réclamer plus d'ouverture de la part du gouvernement. Comme vous dites que c'est mon père, je n'ose pas... C'est comme ça que vous l'appeliez par le passé. Ouais, non, je dis comme vous le dites si bien, il continue d'être mon père et donc il ne me revient pas de dire que mon père a fauté. Heureusement que lui-même a corrigé à partir des pas de danse et j'ai compris que c'est un grand danseur. Ça aussi, c'est important. Donc, je ne voudrais pas faire tellement de commentaires sur sa déclaration. Je crois que nous avons, à l'occasion de cette fête, constaté que toute la Côte d'Ivoire était présente. Justement, un autre commentaire que je souhaite avoir, c'est la présence des trois présidents, justement, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. C'est une image qui est de nature à rassurer les Ivoiriens. Oui, vous l'entendez de cette oreille aussi? Lorsqu'on parle de paix, il n'y a pas plus grand sacrifice que de voir le président de la République en fonction, en compagnie des deux ex-présidents de la République et qui, à des moments donnés, ont pris des positions de farouches adversaires. Être ensemble, célébrer la paix, c'était une bonne image qui se dégageait de cette cérémonie et nous en avons été vraiment satisfaits. Mais c'est le lieu de saluer la volonté du président de la République d'aller à la paix et de faire la paix. Kobena Kwasi Adjoumani, ces dernières semaines, plusieurs hauts cadres du PDCI-RDA, votre ex-parti, ont décidé, ont posé leurs valises au RHDP, le Rassemblement des Ofotistes pour la démocratie et la paix. Parmi les plus illustres, l'ancien directeur de cabinet du président Bédié, Ndri Narcisse, également l'ancien maire de Koumassi, sénateur Ndoye Yapi Raymond, le maire de Bokanda et bien d'autres, l'ancien porte-parole également du parti Basile Gwali Dodo. Quels commentaires faites-vous, vous en votre qualité de porte-parole du RHDP, de toutes ces arrivées du PDCI-RDA vers le RHDP? Je ne peux qu'être heureux et fier de constater que, en tant que précurseur, que nous avions eu raison trop tôt. Vous savez, la dénomination du RHDP a été proclamée à Yamoussoukro. Et c'est le président Bédié lui-même qui en avait donné le nom, c'est-à-dire le parti RHDP. C'est lui qui a donné le nom. J'étais le porte-parole et ce jour-là, c'est moi qui avais porté donc la parole pour parler de la dénomination du nouveau parti que nous venions de mettre en place. Malheureusement, il y a eu des tergiversations et à un moment donné, on a senti une lenteur au niveau donc du PDCI-RDA qui, contre toute attente, a décidé de ne plus appartenir au RHDP. Mais nous avons mené un combat parce que nous savions que le président Alassane Ouattara est dans le vrai. Demander que les enfants d'Oufoué se retrouvent, de créer un parti qui porte le nom d'Oufoué-Boigny, mais je crois que cela est salutaire. Mais de l'autre côté, on oppose le fait que le parti créé par Houphouët-Boigny de ses propres mains, le PDCI, ne peut pas disparaître. Mais vous savez, on n'a pas parlé, je ne parle pas de disparition.
Oufoué a dit que de son vivant, et il a dit que Mahomet et Jésus sont les plus lus aujourd'hui, mais ils n'ont jamais écrit. En créant un parti qui porte le nom d'Oufoué, c'est que nous l'avons. C'est-à-dire, Oufoué est à jamais dans notre vie. C'est vrai, on ne va jamais l'oublier, mais même dans PDCI-RDA, il n'y a pas le nom d'Oufoué. Et c'est le président Bédié lui-même qui en a donné la dénomination, je vous le dis. Aujourd'hui, nous voyons que les gens arrivent. Nous sommes contents. Parce que nous avons préparé le terrain. Le porte-parole du PDCI-RDA, M. l'honorable Brendomi Soumaïla, estime que tous ceux qui sont en train de partir, ou ceux qui sont partis avant eux, n'ont aucune conviction. Je ne vais pas porter un jugement sur ce qu'il dit, mais qu'il sache. Est-ce qu'il n'y a pas un dépit amoureux entre le PDCI et le RHDP? Nous sommes des hommes de conviction. Nous avons décidé de venir au RHDP parce que nous avons foi en ce RHDP. Parce que c'est un parti oufouettiste. Mais la preuve, il y a eu des élections, mais nous les avons toutes gagnées. Cela veut dire que le RHDP est dans l'esprit des Ivoiriens. Le RHDP est un parti justement créé pour rassembler les Ivoiriens. Récemment, le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, a annoncé un rapprochement entre sa formation de gauche et le RHDP, parti de droite. Une alliance est prévue pour se sceller entre ces deux formations politiques. On n'a pas entendu le RHDP se prononcer là-dessus. Vous, le porte-parole, quel commentaire faites-vous de cette déclaration de Pascal Affi-N'Guessan? Oui, je crois que Pascal Affi-N'Guessan est un homme courageux. Au moment où on lui laissait l'enveloppe, on avait fait croire que l'enveloppe était vide. Mais depuis lors, on voit que l'enveloppe est en train de se remplir. Et Affi-N'Guessan est un homme lucide. Donc, vous ne trouvez aucun inconvénient à ce rapprochement avec le FPI? Affi-N'Guessan, ayant senti qu'en réalité, indépendamment de ce que nous sommes des libéraux, mais il n'y a pas meilleure personne qui travaille à faire en sorte qu'il y ait le social hardi, il n'y a pas meilleure personne que le président Alassane Ouattara. J'ai vu des gens tirer sur lui en faisant croire que c'est incohérent. Or, j'ai vu ces temps-ci des déclarations de ces personnes qui l'ont attaqué en son temps, qui avaient fait des alliances et qui disaient qu'il n'y avait pas d'alliance contre nature et que les alliances se font et se défont. Parlant d'alliance, le PDCI-RDA et le PPACI également se rapprochent. Commentaires, analyse? Bon, je peux dire que le PDCI-RDA et le RHDP ont les mêmes ADN. Parce que nous sommes issus du même père. Mais vous êtes d'accord avec moi que le PDCI et le PPACI n'ont pas les mêmes ADN. Et donc, je me demande comment ça va se passer. Mais si vous voyez tout ce déferlement de militants du PDCI vers le RHDP, c'est certainement parce que certains ne peuvent pas supporter cela. Parce qu'on dit qu'on est oufouettiste. On se réclame de l'héritage d'Oufoué. Et la personne qui est le plus attaquée Oufoué, et je sais qu'Oufoué est en train de se remuer dans sa tombe, à l'idée de savoir que lui, son parti qu'il a créé là, va faire une alliance avec le plus farouche de ses adversaires. Mais je dis même le seul farouche adversaire, parce qu'en réalité, Oufoué n'en avait pas beaucoup. Et donc, pour moi, cette alliance n'est pas à conseiller. Dans tous les cas, nous, ça nous arrange s'ils font leur alliance. Parce qu'ils sont nombreux
à dire qu'ils attendent ce faux pas-là. Et si ce faux pas est franchi, vous allez voir cette grande ruée des militants du PDCI vers le RHDP. Alors donc, moi, ce que je conseille, bon, je ne donnerai pas de bons conseils, sinon ça sera appliqué, mais je suis convaincu que d'ici là, vous allez voir. Mais je ne pense pas que le président Bédié ait cette force-là de vouloir être inféodé au PPACI. Pas inféodé dans le cas d'une alliance. Oui, mais ils vont être phagocytés, connaissant le PPACI. Kobena Kwasi Adjumani, 2025, c'est dans 2 ans. 2025 approche à grands pas. La limitation d'âge dans la constitution ivoirienne a été levée, ce qui veut dire que le président Ouattara, le président Bédié et le président Gbagbo, pour certains observateurs, pourraient nous offrir à la Côte d'Ivoire un remake de 2010. Au RHDP, comment vous préparez 2025? Est-ce que vous allez encore nous proposer le président Ouattara comme candidat ou est-ce qu'il y a un autre cadre en ce moment qu'on est en train de préparer dans les starting blocks à l'effet de candidater pour le parti en 2025? Il m'est difficile de répondre à votre question parce que c'est le président Alassane Ouattara qui est à la tête de ce pays. Nous en avons encore pour 2 ans. Et aujourd'hui, nous voyons tout le travail qu'il est en train de faire. Je vous ai rappelé certaines choses tout à l'heure. Mais est-ce que les Ivoiriens vous ont dit qu'ils sont fatigués du président Alassane Ouattara? Allez-y leur poser la question. Vous allez à Bondoukou. En tout cas, chez nous à Bondoukou, nous ne sommes pas fatigués du président Alassane Ouattara. Et nous disons que le président Alassane Ouattara, c'est-à-dire au sein même du RHDP, nous ne pensons pas à la succession du président Alassane Ouattara. Vous ne pensez pas que le président Ouattara mérite de se reposer, de profiter de sa famille, comme il avait laissé entendre à lui-même en 2020? Nous, notre prière, c'est que Dieu continue de lui donner la santé, que Dieu continue de lui donner la force. Parce que le travail qu'il est en train de faire là, cela mérite qu'on ait la santé, qu'on ait la force. Et je crois que notre prière de tous les jours, c'est cela. On est un parti responsable. Au moment venu, nous avons un guide. Nous allons décider en fonction des aspirations du guide. Kobena Kwasi Adjumani, avant-dernière question, est-ce que vous avez des ambitions présidentielles? Je n'ai aucune ambition présidentielle. D'abord, je rends gloire à Dieu et je dis merci au président Alassane Ouattara, un professeur donc, de lycée qui est député pendant 28 ans. Aujourd'hui, Akawele et moi, nous sommes les plus anciens députés de Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas fatigué? Vous n'allez pas aller à la retraite? Mais je suis jeune. Vous dites que j'ai 60 ans. Donc, député pendant 28 ans, président de conseil régional pendant 22 ans, un simple professeur de lycée qui aujourd'hui est devenu ministre d'État par la volonté d'un homme, le président Alassane Ouattara. Donc pour moi, il n'y a pas meilleur satisfait. Il y a des gens qui, quand ils sont ministres, mais c'est la gloire. Et moi, aujourd'hui, je suis ministre d'État. Mais je dis merci au président Alassane Ouattara. Vous n'avez plus d'autres ambitions derrière? Si je n'ai rien d'autre, en tout cas, toute ma vie, je ne vais que rendre gloire à Dieu pour avoir permis au président Alassane Ouattara de faire de moi ministre d'État. Ça me suffit. Ça me suffit et je suis prêt à m'engager pour quelque lutte que ce soit, pourvu que ce soit dans la direction tracée par mon chef. Je n'ai qu'un seul chef. Et c'est le chef qui doit dire, voilà, il a une équipe. Nous, là, nous sommes autour du président Alassane Ouattara. Nous sommes heureux et fiers d'être à ses côtés et de continuer. Si Dieu lui donne la force de continuer, vous allez voir, nous allons nous engager derrière lui. Kobena Kwasi Adjumani, à présent, vous allez répondre aux questions de nos internautes, juste après ceci.
Monsieur le ministre, la première question d'internaute nous vient de Mamadou Silla qui nous dit « Le projet Soja avait suscité de l'espoir dans le Kabadougou et le Denguélé. Qu'est-ce qui a causé son échec? Où en sommes-nous pour la relance ?» Une très bonne question. J'étais du côté de Touba il n'y a pas longtemps pour faire le lancement du projet Soja. En 2022, nous avons fait 1000 hectares de soja et cette année, nous irons à 3000 hectares de soja. Nous sommes en train de mettre en place un site sémencier pour produire de la semence améliorée et que nous allons mettre à la disposition des producteurs. Donc le soja, très bientôt, va rayonner sur tout le territoire national. On va en produire à Odiéné, on va en produire à Touba. Les gens même de Korogo sont enthousiastes et donc le projet Soja est en train d'être mis en place. On a déjà commencé. En 2021, c'était 600 hectares emblavés. Cette année, en 2022, c'est 1000 hectares et cette année, 3000 hectares. D'accord. Et d'ici là, nous allons atteindre, pourquoi pas, les 10 000 hectares. Très bien. La prochaine question nous vient de Edoukou Germain qui dit « À quand une variété de riz local labellisée et vulgarisée par l'État pour la consommation ivoirienne ?» Oh, mais il y a du riz labellisé, je vous ai dit. Le riz de Danané notamment non, on a parlé du riz de Danané, mais il y a plusieurs types de riz au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, actuellement, nous avons construit 16 usines de riz. Et nous devons aller au-delà, parce que ce sont 30 usines qui vont être installées dans les zones productrices de riz. Donc cela veut dire que nous avons la possibilité aujourd'hui de produire du riz local et de le labelliser. Ça, ce sont les grandes unités de production. Mais il y a plus de 300 unités, petites unités de production qui sont installées ça et là au niveau de la Côte d'Ivoire. Et si vous allez à l'ouest, vous allez voir qu'il y a plusieurs types de riz labellisés qui sont même dans les sacs, aujourd'hui qui sont vendus dans les supermarchés. Très bien. La toute dernière question d'internaute nous vient cette fois-ci d'Evaris Kwasi qui dit « Que fait l'État de Côte d'Ivoire pour faciliter l'accès au crédit aux paysans ?» Voyez-vous, je vous ai parlé des agropoles. Mais au niveau des agropoles, il n'y a pas seulement que les jeunes ni les femmes. Il y a des privés qui peuvent s'installer dans le cadre de ces agropoles. Et des portes leur sont ouvertes grâce auxquelles ils peuvent avoir accès au crédit. Regardez, nous bénéficions présentement de la Banque mondiale plus de 135 milliards de francs CFA pour faire de la production vivrière la chaîne des valeurs vivrières. Et dans la chaîne des valeurs vivrières, il y a des montants colossaux qui vont être donnés sous forme de prêts et avec des subventions. C'est-à-dire que lorsqu'on vous donne, par exemple, 50 millions pour faire votre installation, et ça varie entre 50 et 200 millions de francs CFA. Ce sont des prêts que nous donnons. Mais vous allez voir que ceux qui en sont les acquéreurs ne vont que rembourser entre 10 ou 30% selon le montant qui est octroyé. Cela veut dire que déjà, nous sommes en train d'y travailler. Nous demandons donc à tous ceux qui sont intéressés par l'agriculture de s'adresser à nos services. Il y a la direction générale en charge des projets et des statistiques qui a un répertoire de projets. Il suffit d'y arriver et pour qu'on leur donne
les voies qu'il faut suivre pour avoir ces fonds-là. Mais au-delà de ça, vous avez vu que nous étions avec le vice-président de la République au Sénégal, il n'y a pas longtemps, pour parler, pour présenter les programmes Pacte au niveau de différents pays africains. Nous avons présenté un programme Pacte dont le montant est de plus de 500 milliards de francs CFA. 500 milliards de francs CFA, mais ces fonds-là vont être donnés sous forme de prêts, d'autres vont être donnés sous forme de subventions, et cela va permettre donc à tous ceux qui s'intéressent à l'agriculture de pouvoir en disposer. Monsieur le ministre d'État, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve? On a tellement de choses à dire qu'en l'espace de 50 minutes, nous sommes incapables de le faire. Mais je pense que nous avons tâché de répondre à vos questions. Et comme nous sommes encore disponibles pour vous, chaque fois que vous sentez le besoin de nous appeler, de venir faire des éclairages et de donner des informations en rapport avec notre secteur d'activité, nous sommes prêts. Chaque fois aussi que vous avez besoin de nous pour venir parler de politique en tant que porte-parole du parti, en tout cas, nous sommes là à votre disposition. Merci infiniment à vous, Monsieur le ministre d'État Kobenang Kwasi Adjoumani, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Merci en tout cas d'avoir répondu aux questions de Sans Réserve. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.